Vous écoutez Anatomie d'un dictateur, le corps du dictateur, deuxième partie. Un autre dictateur célèbre n'a jamais été ni condamné, ni déplacé de son mausolée. C'est Mao Tse-tung, en Chine. Dès sa mort en 1976, sa dépouille embaumée est exposée place Tiananmen. Il a pourtant, lui aussi, causé des millions de morts dans son propre pays, entre famine et répression politique. N'oublions pas quand même ce point fondamental, c'est que quand Mao Tse-tung est arrivé au pouvoir, son chinois, j'allais dire comme langue, n'était pas compris par une bonne partie des Chinois. Didier Mouchedlac, professeur en histoire contemporaine. Et il y a eu ce processus d'unification, d'intenses transformations, et tous les leaders qui se sont succédés, je pense à Deng Xiaoping, les grandes réformes, 1978, etc., à aucun moment, qui ont opté pour la modernisation, se sont posé la question de l'évacuation potentielle de Mao Tse-tung en tant que figure tutélaire. Mao, certes, est le fondateur d'un régime communiste, mais il est surtout le fondateur d'une Chine puissante. Sabine Dulin, historienne. Et cette Chine puissante, elle peut se pérenniser, y compris dans la période actuelle où on a une sorte de syncrétisme étrange en Chine entre le capitalisme et le communisme. Si la figure de Mao peut continuer à durer en Chine, c'est parce que c'est une figure nationale, c'est une figure impériale, c'est une figure qui a redonné de la puissance à une Chine qui avait été divisée par les seigneurs de guerre avant l'arrivée au pouvoir de Mao. Mao est peut-être moins présent dans les discours, mais il reste la figure tutélaire centrale, celui qui a fait la Chine nouvelle. Et le Parti communiste chinois, on ne le voit pas dire du jour au lendemain, on va se débarrasser de la figure de Mao Tse-tung. Puisqu'au fondement de son pouvoir, il y a Mao. Quels que soient ses errements, ses erreurs. Il est en revanche un endroit où l'on est toujours aujourd'hui dans l'adoration, c'est la Corée du Nord. Quand Kim Jong-il, le père de l'actuel dictateur Kim Jong-un, est mort en 2011, ce fut un déferlement de douleur dépassant l'entendement. C'est pas du cinéma. Moi, je crois que ce qu'on a du mal à comprendre, surtout nous du côté des démocraties, c'est que ces mouvements communistes, aussi divers soient-ils, que ce soit pour la Corée, la Russie, la Chine et autres, sont des mouvements qui ont été l'expression de ce qu'on appelle une véritable religion de la politique. Là, on s'adresse à des croyants. Je crois que c'est très important. On s'adresse à des fidèles, à des adeptes du communisme, qui expriment leur foi de façon spectaculaire au moment des obsèques, et pour lesquels il y a un véritable attachement. Je pense que beaucoup de gens sont en deuil à ce moment-là, parce que malgré le caractère criminel du régime, malgré ses insuffisances et ses échecs, la famine... Johan Chapoutot, historien. La figure du chef apparaît comme une figure paternelle, protectrice, quasi divine au fond, avec cette dynastie comme ça familiale qui se perpétue de fils en petit-fils, etc. Il y a une forme d'attachement affectif, filial, familial, à la figure d'un père de la nation, que l'on révère et que l'on pleure, oui. Même quand la démocratie est revenue, le corps du dictateur reste encore et toujours un problème. En Espagne, Francisco Franco, mort en 1975, avait fait construire un immense mausolée où il est enterré. C'est toujours un lieu de pèlerinage pour de nombreux nostalgiques. Chaque année, vous avez là pour le coup, une célébration officielle, puisqu'il s'agit de l'Église catholique espagnole, qui, avec des dizaines de prêtres, va rendre hommage et fait des messes solennelles à l'anniversaire de la mort de Franco. Franco qui a sauvé l'Espagne du bolchevisme, qui a sauvé le christianisme, etc. etc. Et lors de ces cérémonies, vous avez plein de gens venus de toute l'Europe
tendant le bras dans des saluts fascistes tout à fait explicites, hein, et célébrant l'héroïsme des combattants, alors de l'Europe chrétienne ou de la race blanche ou que sais-je encore, contre toutes les figures de l'altérité, les communistes, les juifs, les noirs, les femmes, les homosexuels, tout ce que vous voulez, bref, tout ce que ces héros ont combattu si courageusement entre 1933 et 1945. Mais alors, pourquoi ce gigantesque mausolée existe-t-il toujours aujourd'hui ? C'est toute l'ambiguïté de l'héritage franquiste en Espagne. C'est tolérant en Espagne, parce qu'au fond, le régime espagnol actuel et la monarchie espagnole actuelle a été installée par qui ? Par Franco. Très difficile quand même de se désolidariser totalement de Franco quand Juan Carlos, père de Felipe, le roi actuel, a été installé sur le trône par Franco. En plus, Franco a fait enterrer avec lui dans son mausolée des corps de ses partisans fascistes, mais aussi de ses opposants républicains. Franco avait besoin de montrer qu'avec le mausolée, il allait ensevelir dans le même ensemble toutes les victimes de la guerre civile. C'était conçu comme une œuvre monumentale de recomposition nationale. C'est-à-dire que Franco a été l'homme de la réconciliation nationale en Espagne, entre guillemets. L'exemple de la mort de Franco montre de manière extrêmement aiguë la force et l'impact de cette fameuse vie post-mortem du bourreau ou du dictateur. Sévan Garibian, juriste. Il y a évidemment une vie immatérielle, une vie politique, mais néanmoins une vie. Donc il y a des effets qui posent des problèmes, qui ouvrent des questions. Il faut que ce lieu se transforme, prenne une autre dimension, une autre connotation, une autre symbolique, qu'il devienne un lieu de mémoire en hommage aux victimes du franquisme et du coup que les restes de Franco soient nécessairement transférés vers un autre lieu, un caveau familial ou un territoire privé, hors de l'espace public. Et transformer ce lieu, non pas en un lieu explicitement ou implicitement de glorification d'un dictateur, mais un lieu clairement de mémoire en hommage à ses victimes. Aujourd'hui, on parle même d'enlever le corps de Franco du mausolée. Une chose inimaginable à un endroit où est enterré un autre dictateur, en Italie, où le corps de Mussolini repose toujours dans une crypte qui attire tous les fascistes d'Europe. Il faut savoir que tous les ans, vous avez des néofascistes qui viennent. On estime en gros qu'il y a plus de 100 000 personnes qui viennent par an visiter le site. Et à côté du site, vous avez des vendeurs de souvenirs, de reliques, avec des bustes de Mussolini, etc., toutes sortes de choses. Et aujourd'hui, si vous vous promenez en Italie, la figure de Mussolini est très importante, et peut-être le fait le plus grave, c'est qu'il est de plus en plus populaire. Au fond, il y a une forme d'ambiguïté dans le rapport à Mussolini mort, qui est bien homologique à l'ambiguïté qu'il y a au rapport au fascisme en Italie. Le fascisme en Italie, c'est un régime criminel, mais c'est aussi, pour beaucoup d'Italiens, une forme de belle époque, avec une Italie puissante, avec un empire colonial, avec un État puissant, avec des trains qui arrivaient à l'heure, avec. Bon. Donc il y a ce rapport très, très ambivalent, ce qui fait que aujourd'hui, la référence au fascisme peut être produite dans le discours politique. Des nostalgiques du fascisme peuvent tout à fait sortir du bois politiquement. Et si le corps de Mussolini avait disparu en 1945, les choses auraient-elles été différentes ? Si on regarde bien les choses, le MSI se construit quand même à partir de cette histoire de reliques qui permettait de faire la jonction entre le régime fasciste et le néofascisme. Et donc,
Ça a joué un rôle essentiel, je crois, au moins pour le redémarrage du fascisme. Aujourd'hui, évidemment, cette figure tutélaire de Mussolini, elle est partout en Italie, hein. Tout le temps. On en parle tous les jours. Un autre dictateur hante toujours les esprits des années après sa mort, c'est Saddam Hussein. Le dictateur irakien a été jugé, pendu et enterré dans son village natal, mais cela pose toujours des problèmes au nouveau pouvoir en place. C'est vrai que dans le cas de l'Irak, post-Saddam Hussein, qui n'est absolument pas, un pays politiquement stable, où il y a une grande remise en cause de ce qui a été fait par la suite par les Américains, beaucoup d'extrémisme politique, énormément d'attentats. Dans ce genre de pays, la figure, le corps de Saddam Hussein et le fait qu'on ait encore beaucoup de disciples de Saddam Hussein peut jouer un rôle politique important dès l'instant que se développe une forme de nostalgie, éventuellement, d'une période où l'Irak paraissait stable, certes sous une dictature, mais où il y avait pas, on risquait pas d'avoir une bombe qui explose le lendemain. Donc, incontestablement, une tombe et un corps de dictateur peut avoir un rôle politique. Pour régler ce problème, il existe aussi une autre solution, c'est l'exil. C'est ce qui est arrivé au maréchal Mobutu, qui dirigea le Zaïre dans le sang pendant plus de 30 ans et mourut au Maroc après avoir été chassé du pouvoir. Il y fut enterré en catimini en 1997 et il est toujours hors de question que son corps revienne dans son pays. Ce qui montre d'ailleurs que, à contrario, qui n'a pas su développer des points d'ancrage suffisants aussi dans sa société pour asseoir un véritable culte, etc. Donc ça veut dire quand même des choses profondes sur les limites elles-mêmes de Mobutu. Le fait qu'il soit enterré à l'extérieur signifie que précisément il n'y avait pas cet humus qu'on retrouve dans les autres sociétés et qui ont permis à ces dictateurs d'éclore une forme de pouvoir tout à fait spécifique, singulière, et qui a fait qu'ils ont marqué et qu'ils ont continué de marquer leur temps après leur mort. On se rend compte dans le long terme de l'histoire, en l'occurrence si on se limite au 19e, 21e et 21e siècle, que la meilleure manière de s'occuper, ou de ne plus s'occuper plutôt de la personne et du corps du dictateur, c'est l'exil. Dans les circonstances de l'exil, hors de leur cadre de référence, ils sont rendus au fond, pour reprendre les termes de Bossuet, ils sont rendus au destin de toute chair. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus rien. Ils retournent poussière, en ayant été poussière. Les dictateurs ont toujours une postérité contrariée, mais certains plus que d'autres. Au Chili, le général Pinochet fut incinéré à sa mort alors qu'il était catholique, car sa veuve craignait que sa tombe ne fût vandalisée. Et en Argentine, le général Videla, responsable de plus de 30 000 morts quand il était au pouvoir, ne put être enterré dans son village natal, car les habitants refusèrent d'accueillir son corps. Eux, ce sont des militaires, avec un positionnement qui est un petit peu plus restrictif que les dictateurs que nous avons examinés jusqu'à présent, hein, qui étaient des politiques, j'allais dire, à part entière. Ça change parce que je dirais qu'ils se positionnent sur le plan de l'échiquier politique beaucoup plus du côté d'une droite réactionnaire, où joue en particulier la matrice anticommuniste, qui est extrêmement importante. En réalité, leur soutien va très vite s'effriter. Ça va très vite s'effriter, et on comprend qu'au moment de leur mort,
leur corps soit particulièrement encombrant. Parce que, évidemment, il y a eu toutes les exactions qu'on connaît pour l'Argentine, tous les disparus, la répression absolument aveugle sous Pinochet, le recours systématique à la torture. En Argentine, les enfants qui ont été enlevés, etc. Ils vont pratiquer une répression qui est absolument épouvantable. Mais ces deux dictateurs sont morts de nombreuses années après avoir quitté le pouvoir, ce qui changea aussi beaucoup de choses pour leur postérité. Ça me fait penser à un texte, si vous permettez que je peux peut-être le lire. C'est une lettre qui a été rédigée 2 jours après la mort de Videla. Une lettre adressée à la famille de Jorge Videla, rédigée par un journaliste argentin. Et cette lettre, en fait, elle résume toute la problématique. Vengeance, pas vengeance, dignité, pas dignité, que faire de ces corps? Et bien évidemment, la solution adoptée est la solution la plus démocratique, c'est-à-dire refuser de reproduire la violence politique et refuser de traiter le corps du bourreau de la même manière que le bourreau a traité le corps de ses victimes. Et ça, c'est la démocratie. Famille Videla, voilà le corps. Emmenez l'enveloppe de votre parent. Vous disposez d'un corps. Vous constaterez que vous le recevez sans brûlure ni hématome. Nous aurions pu le frapper au moins. Il ne l'aurait pas volé. Mais nous préférons ne pas faire ce qu'a fait ce corps que vous allez enterrer. Nous ne l'avons pas jeté depuis un avion. Nous ne l'avons pas encouragé à balancer à coups de décharges électriques. Nous ne l'avons pas violé. Nous ne lui avons pas posé son enfant sur la poitrine pendant qu'on lui appliquait la gégène. Nous ne l'avons pas fusillé pour prétendre qu'il est mort dans un affrontement. Nous ne l'avons pas coulé dans du béton. Nous ne l'avons pas enterré n'importe où, sous X. Nous ne lui avons pas volé ses petits-enfants. Voilà le corps, il est à vous. La société argentine d'un côté, la société chilienne de l'autre, a travaillé sur son passé. En l'occurrence, le régime tortionnaire, meurtriers, mafieux de l'un et de l'autre ont fait l'objet d'un travail d'historien, d'un travail juridique et judiciaire, de retour sur ces crimes-là. Dès lors, lorsque ces gens-là sont morts, ils ont été contrariés dans leur dernière volonté. Ni l'un ni l'autre n'ont pu être enterrés là où ils le voulaient. Ce destin contrarié, ce destin post-mortem contrarié, est aussi dû au délai qui existe entre le moment où ils ont quitté le pouvoir, où ils ont dû quitter le pouvoir, et le moment où ils sont morts. Dans ce délai-là, la société a changé, et Videla comme Pinochet sont devenus des incarnations du crime, voire de l'horreur. En France aussi, il y eut un jour un problème avec un corps très symbolique. En 1973, des admirateurs d'extrême droite du maréchal Pétain décidèrent d'enlever le corps de celui qui dirigea la France pendant la Deuxième Guerre mondiale et collabora étroitement avec les nazis. Ils voulaient l'enterrer à Verdun. Là-bas reposent de nombreux soldats dont Pétain était le chef pendant la guerre de 14-18, quand il n'était pas encore collabo. On a maintenu pendant des années cette fiction, au fond, que Pétain avait réussi à protéger les Français, et jusque dans les années 70, au milieu des années 70, on va maintenir tout ça, grosso modo, une figure paternelle de Pétain, jusqu'au moment où les archives allemandes vont révéler que Pétain, effectivement, a été un collaborateur assidu du nazisme. Et puis, pour un certain nombre de choses, c'est lui qui a retouché de sa main le statut de l'exclusion des Juifs en France. Donc les choses là sont tout à fait claires sur ce plan. Et là, on voulait montrer que, en remplaçant potentiellement Pétain à Verdun, cela permettrait d'oblitérer toutes ces fautes, toutes ces erreurs commises pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un peu le sens de l'affaire. Cette équipée finira lamentablement, ses auteurs seront arrêtés et le corps de Pétain à nouveau relégué sur l'île-Dieu. Les gens qui ont fait ça sont des nostalgiques du régime de Vichy et des admirateurs du maréchal Pétain. Donc dans leur cadre
de pensée à eux, qui n'est pas républicain, qui est celui de la Révolution nationale, un petit peu matiné de sacralisme catholique, traditionnaliste, etc. Le corps, pas un corps, le corps est une relique. Et Pétain est un saint, à leurs yeux. C'est pas très surprenant qu'effectivement, de Lénine à Pétain, on retombe toujours, en passant par Franco, Hitler, Mussolini, etc., on retombe toujours sur ces modes de pensée. Le corps du dictateur est un lieu très particulier, un lieu très mystérieux où s'opère une incarnation. Voilà. Parce qu'ils sont porteurs d'une forme d'essence de la nation. Ils sont les gardiens de cette essence. Et il y a l'idée qu'à partir de là, on nie la mort, on peut nier la mort. Par-delà la mort, on a toujours cette communication comme si ces dictateurs s'inscrivaient dans l'éternel. Ce qui fait finalement la place d'un corps de dictateur dans le paysage politique, c'est l'idée qu'en fait une personne exceptionnelle ne meurt pas et qu'on est donc dans la volonté de maintenir cette fascination pour une épopée, pour un moment, pour une personne de manière indéfinie. Donc il y a en fait une très grande difficulté à faire mourir les dictateurs. Pour les partisans, il faut toujours mettre en cause la mort ou en tout cas réussir à maintenir effectivement vivant d'une manière ou d'une autre la figure du dictateur. Sentiment d'éternité, négation de la mort, un dictateur ne meurt donc jamais vraiment totalement. Les démocraties qui lui succèdent doivent toujours se battre contre cet héritage empoisonné et toujours rester vigilantes devant une menace jamais totalement éteinte. Vous venez d'écouter Anatomie d'un dictateur. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Le corps du dictateur est un podcast coproduit par Initial Studio et Théorème, adapté du documentaire audiovisuel éponyme produit par Théorème, écrit et réalisé par José Bourgarel. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Marie Agassan. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Alix Martineau.